Bonjour à tous. J'interviens aujourd'hui en tant que secrétaire national adjoint du pôle de Renaissance communiste en France, mais aussi en tant que militant du mouvement syndical de classe dans lequel j'ai milité pendant des dizaines d'années, que ce soit dans l'Académie de Nice, dans celle de Toulouse, dans celle de Montpellier ou dans celle de Lille. Nous assistons actuellement à une remontée des luttes sociales et il faut s'en réjouir. Ces luttes sociales qui se développent autour de la santé, autour de l'école, autour des salaires, peuvent effectivement jouer un rôle très important pour faire en sorte que la problématique sociale et politique qui dans notre pays penche dangereusement vers la droite, vers la réaction, puisse être recentrée sur les véritables problèmes de notre pays, les problèmes de réduction des inégalités, de reconstruction du produire en France, saccagé par des décennies de construction européenne, de soi-disant construction européenne, par les problèmes effectivement aussi bien sûr de reconstruction des services publics qui sont actuellement donc ravagés exactement pour les mêmes raisons, et j'en passe. En effet, il faut constater que dans la dernière période, donc, nous avons eu un appel à la résistance de la part notamment de tous ceux qui se sont sentis insultés et qui l'ont été, c'est pas simplement un sentiment, ils l'ont été par les propos de Macron qui a déclaré qu'il voulait emmerder toute une partie des citoyens français qui ne se vaccinaient pas, alors que, pour l'instant que l'on sache, la vaccination, et c'est Macron qui l'a dit et répété, n'est pas obligatoire. Et donc est-il normal qu'un président de la République, censé de par la Constitution être l'arbitre de la nation et le président de tous les Français, traite ainsi une partie de ses concitoyens? Quoi que l'on pense par ailleurs de la vaccination, et c'est un débat sur lequel je n'entre pas présentement, eh bien effectivement il est tout à fait anormal que des concitoyens soient traités de la sorte. Et si on pensait que c'est normal, eh bien il faudrait s'attendre à ce que demain il en aille de même pour toutes sortes de gens qui déplairaient aux puissants, aux gens en place, et qui pourraient se retrouver stigmatisés le lendemain, traités d'irresponsables alors qu'ils ne violent pas la loi, et que à partir de là, eh bien donc il suffirait qu'au fond le président de la République, se comportant comme ne se comportait même pas un roi de France d'ailleurs, les considère comme étant hors nation, hors République, hors la loi. C'est extrêmement dangereux. Et on peut comprendre qu'effectivement, y compris des gens qui ne sont pas d'accord avec certaines personnes qui manifestent contre l'obligation vaccinale ou contre le pass vaccinal, se retrouvent à leur côté pour des raisons démocratiques, pour des raisons civiques, pour des raisons républicaines. Mais évidemment, ce n'est pas le seul aspect. Macron voudrait bien nous tenir uniquement sur ce terrain-là parce qu'il sait qu'à travers cela, il peut diviser le mouvement populaire, il peut le fracturer, il peut casser les organisations politiques et syndicales. Et ce qui est heureux, c'est que dans la dernière période, le ras-le-bol montre aussi sur d'autres terrains où Macron n'aurait pas voulu aller. Le terrain de la santé, où les soignants, aujourd'hui même où je vous parle, descendent dans la rue et font grève parce que les conditions sont insupportables à l'hôpital qui a été cassé par, là encore, des décennies d'euro-austérité, de sommations adressées de façon indécente par la Commission européenne à la France d'avoir abaissé ses dépenses de santé. Des dizaines de sommations de ce genre ont été lancées, en anglais bien entendu, contre la République française à partir de Bruxelles pour qu'elle baisse ses dépenses de santé, avec les effets qu'on voit, avec les 100 000 suppressions de postes à l'hôpital. Ce ne sont pas les soignants qui sont responsables de ces 100 000 postes qui manquent, c'est bel et bien les politiques euro-austéritaires et les gens qui les ont appliqués sous Chirac déjà, et surtout sous Sarkozy, Hollande et Macron, avec les Xavier Bertrand, Marisol Touraine et autres, Agnès Buzyn, ministre de la Santé et
récemment promu à la Légion d'honneur. Bon, alors ça, c'est un élément important. Et puis, il y a aussi le ras-le-bol immense des enseignants, des élèves, des parents d'élèves, devant le traitement indigne que leur réserve Blanquer. Blanquer, le sinistre de l'éducation nationale, effectivement, celui qui non seulement a démoli le bac à la française, c'est-à-dire celui qui donnait directement accès à l'université, et qui l'a remplacé par Parcoursup, qui a saccagé le lycée à la française, avec notamment la fin des séries scolaires plus ou moins lisibles par les étudiants. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de marché de l'éducation, sans moyens qui plus est, qui a détruit aussi les disciplines scolaires, qui a détruit enfin tout ce qui faisait, qui s'attaque en permanence au statut des enseignants et qui aggrave sans cesse la précarité et le traitement indigne des personnels précarisés de l'éducation nationale. Donc ce ras-le-bol est immense à son égard, et il est d'ailleurs fâcheux que les grands syndicats de l'éducation nationale, jusqu'ici, aient résisté à l'idée d'appeler à la démission de ce ministre qui est sans doute le pire ministre de l'éducation nationale que nous ayons eu depuis au minimum Claude Allègre, auquel nous, les anciens s'en souviennent, nous réclamons qu'il s'en aille, tellement il était méprisant à l'égard des enseignants. Mais Allègre, je dirais presque que c'est de la roupie de Sansonnet en comparaison de Blanquer. Hein, et donc, voilà, il est sain, il est bon que le monde de l'éducation tout entier, parents, enseignants, lycéens, les lycéens qui ont été durement réprimés par ce gouvernement, rappelez-vous, les lycéens, main sur la tête, à genoux, surveillés par des policiers, lorsqu'ils avaient fait grève pour défendre le bac. Voilà, donc tous ces gens ont l'occasion de descendre dans la rue, de réclamer clairement la démission de Blanquer, même si il ne s'agit pas de demander que cela. Personne ne dit au PRCF que cela serait suffisant. Mais si ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire. C'est une question de simple dignité pour le monde enseignant que de ne pas continuer à accepter un tel ministre qui le méprise. Et on l'a vu encore récemment avec sa façon d'imposer des protocoles sanitaires qui changent sans arrêt, communiquer la veille pour le lendemain, au mépris des personnels, au mépris même des chefs d'établissement et des directeurs d'école, en passant par des médias privés comme Le Parisien, et donc en ayant un seul souci en réalité, derrière son école ouverte, le seul souci qu'il ait véritablement, c'est l'école garderie pour que le patronat puisse continuer à faire ses profits. C'est ça qui les intéresse en réalité. Et enfin, bien sûr, il y a, je dirais mieux vaut tard que jamais, une mobilisation interconfédérale qui arrive pour le 27 janvier sur le thème principalement des salaires, mais aussi bien sûr de l'emploi et des services publics. C'est très important. On se demandait si enfin on aurait quelque chose, ou si véritablement on allait attendre les élections présidentielles avant qu'il y ait un grand mouvement dans ce pays. Faut-il que la colère du peuple, la colère des travailleurs en particulier, soit forte, avec la baisse du pouvoir d'achat, avec le fait qu'on est passé de 9 millions de pauvres au début du quinquennat Macron à 11 millions de pauvres maintenant, pour ne prendre que cet exemple, alors que dans le même temps, les profits du CAC 40 ont explosé, que le 1% le plus riche s'est formidablement enrichi pendant la crise, ce qui est un scandale inouï, alors que bien sûr après on va nous présenter la note pour ce que Macron appelait le quoi qu'il en coûte pour le peuple, pas pour les oligarques français, bien sûr. Alors tout cela est sain, tout cela est bon. Le peuple montre que finalement tout ce débat dans lequel on essaye de l'enfermer à l'heure actuelle sur la sécurité, toujours plus de policiers, le séparatisme des musulmans, donc pour stigmatiser là encore toute une partie de la population, quand l'oligarchie veut briser la France, veut briser son peuple, veut briser ses acquis, veut casser la classe ouvrière, elle fait toujours la même chose, elle stigmatise une partie des gens sur des bases sanitaires, une autre partie sur des bases ethniques ou religieuses, de façon à, c'est un vieux principe, diviser pour régner. Bon, eh bien, on ne se laisse pas faire, et donc il y a ici une progression de journées de lutte qui ne doivent pas être des journées saute-mouton sans lendemain, mais l'occasion de construire véritablement ce à quoi nous aspirons tous, nous les militants de lutte, nous qui avons soutenu les Gilets jaunes lors de leur légitime révolte, c'est-à-dire la montée vers le tous ensemble, et en même temps pour une république nouvelle, une république sociale, une république souveraine, qui ne soit plus
à la botte des dictates de Ursula von der Leyen ou d'Angela Merkel, une république fraternelle qui n'exclut plus telle ou telle partie du peuple et qui se tourne en réalité contre les exploiteurs qui, eux, cassent la France, cassent le peuple, cassent le pays, cassent les acquis sociaux, notamment ceux de 1945, de la résistance et de la libération. Alors effectivement, tout cela, nous devons l'avoir en tête, parce que, au fond, c'est le sursaut populaire qui est la solution au problème du pays. C'est lui qui va permettre, si nous faisons, nous les militants, et je ne parle pas seulement des militants du PRCF, je parle de tous les militants syndicaux de terrain, de tous les militants politiques progressistes, de tous les véritables patriotes, je n'entends pas par là les gens de Philippot, de Zemmour et de Le Pen, les véritables patriotes, ce sont ceux qui veulent sortir la France réellement des griffes de cette Union européenne concasseuse, destructive, qui plus est attachée à l'OTAN, complètement liée à l'OTAN, et qui nous prépare une guerre impérialiste contre le peuple russe. Avec une course aux armements absolument effarante et ruineuse pour les finances du pays, de ça on n'en parle jamais. Alors à partir de là, effectivement, eh bien, le peuple, lui, peut recentrer la problématique sociale et la problématique politique, n'hésitons pas à le dire, sur les vraies questions, les questions sociales, les questions de réduction des inégalités, de reconquête de l'emploi industriel. Il ne faut pas laisser faire les fusions capitalistiques qui vont broyer Renault en le broyant, en le dissolvant dans une alliance transnationale avec Chrysler et avec Fiat, qui vont broyer PSA. Non, ça c'est, pardon, j'inverse. Renault c'est avec Nissan, PSA c'est avec Chrysler Fiat. Ou qui vont effectivement aussi menacer l'emploi à travers la fusion franco-française, celle-là de Veolia et de Suez. Et nous réclamons la nationalisation, en réalité, de Veolia et de Suez pour reconstruire un pôle public de l'eau et un pôle nationalisé de l'énergie, EDF, GDF. Voilà. Donc effectivement, tout cela, voilà, c'est ce qu'il faut poser comme question, d'autant plus qu'en réalité, à travers cette problématique extrêmement verrouillée de la présidentielle, eh bien, nous constatons que tout est fait pour que ne soit pas discuté ce que j'appellerais ici le saut fédéral européen. Le saut fédéral européen, c'est ce que Macron veut mettre en place, au mépris du non français à la Constitution européenne du 29 mai 2005. Le peuple avait refusé la Constitution européenne, c'est-à-dire en clair, le mot Constitution est clair, la Constitution d'un État européen. Nous ne voulons pas d'un État européen, nous voulons une France souveraine et nous exigeons que Macron, qui est censé respecter et faire respecter la Constitution, cesse de la piétiner quand il parle de souveraineté européenne, puisque dans la Constitution, dans le bloc constitutionnel français, il est indiqué que la souveraineté réside essentiellement dans la nation, monsieur Macron, et non pas la souveraineté européenne, c'est-à-dire en réalité que Macron est en train de nous faire avaler ce que vient d'exiger le nouveau gouvernement allemand dirigé par Scholz, c'est-à-dire la marche, les Allemands, eux, ne mâchent pas leurs mots, ils disent les choses beaucoup plus franchement, à ce qu'ils appellent un, je cite, État fédéral européen. De ça, nous n'en voulons pas, le peuple français a dit non en 2005. Tout montre que si vous aviez le courage de faire un référendum démocratique sur ce sujet, vous seriez battu. Le peuple veut que la France reste souveraine, il veut reconstruire le produire en France, et en particulier la classe ouvrière veut reconstruire le produire en France industriel. Les paysans veulent reconstruire le produire en France agricole qui a été saccagé au détriment de l'agriculture paysanne. Nous voulons reconstruire une véritable EDF qui soit capable de fournir de l'électricité bon marché à notre pays, au lieu d'importer, comme c'est le cas actuellement, de l'électricité à base de centrales carbonées à partir de l'Allemagne. Nous voulons reconstruire un pays digne de ce nom, qui soit un pays dans lequel, effectivement, chacun ait sa place et chacun puisse construire son existence, notamment les jeunes. Alors à partir de là, effectivement, nous devons faire en sorte que dans les manifestations, l'exigence du tous ensemble en même temps monte très fort. Il y en a assez de voir les services publics se défendre séparément les uns des autres, la santé d'un côté, l'éducation de l'autre, et ainsi de suite, au risque que chacun soit détruit, broyé séparément. Le choix est bel et bien se défendre et gagner tous ensemble, ou
perdre séparément. Nous voulons que les actifs, les retraités, les chômeurs, les étudiants, tout cela, les Français, les travailleurs immigrés, sans se laisser diviser, interviennent ensemble, luttent ensemble pour une république sociale, une république souveraine, une république émancipée de l'Union européenne et de l'OTAN, une république qui n'ait pas peur d'affronter le grand capital, s'il le faut, et nous pensons, nous, communistes, qu'il le faut, pour marcher vers un socialisme du XXIe siècle qui, tout en tirant profit de l'expérience socialiste antérieure, nous permette effectivement de maîtriser pleinement, démocratiquement, les moyens de production et d'échange dans notre pays, de développer la démocratie la plus large et de faire en sorte que le grand capital soit mis hors d'état de nuire. Nous voulons un pays qui soit débarrassé de toute cette fascisation qui accourt depuis qu'effectivement donc les pouvoirs successifs, pas seulement Macron, mais auparavant déjà Sarkozy, ô combien, qui ne disait pas seulement qu'il fallait emmerder les gens, qui disait lui casse-toi pauvre con. Vous voyez un peu la vulgarité de ces gens-là, leur incapacité à respecter ni leur langue ni leur peuple, et leur manière effectivement de traiter les citoyens de façon extrêmement brutale. Nous voulons que la police ne soit plus utilisée systématiquement contre les manifestants, contre tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne font rien d'autre que défendre leur modeste, leur très modeste salaire, leur très modeste condition de vie, au lieu de les voir tout le temps se dégrader, au lieu de voir que dans plein d'entreprises et de services publics, on est tellement accablé de tâches diverses avec un management agressif que l'on est malheureux au travail, qu'on ne peut plus produire, qu'on ne peut plus soigner, qu'on ne peut plus éduquer dans de bonnes conditions, hein, et qu'on ne peut plus travailler comme il faut tout simplement et faire ce qu'on aime faire dans la vie, c'est-à-dire la plupart du temps quand même, eh bien, faire bien son travail par exemple. Voilà, alors à partir de là, il faut faire en sorte que ce tous ensemble se développe, que soit bousculée la campagne pépère des présidentielles, où jusqu'ici on voulait faire en sorte que soit promu par les médias ce que j'appellerais le quadriréacteur fascisant, le quadriréacteur euro-fascisant, c'est-à-dire effectivement tous ces candidats qui sont plus réacs les uns que les autres, sont plus xénophobes les uns que les autres. Pourquoi je dis quadri? Parce que, eh bien, parmi tous ces réactionnaires, il y a Zemmour et Le Pen, bien entendu, qui rivalisent entre eux pour savoir lequel sera le plus menaçant pour les acquis républicains. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la rivalité Macron-Pécresse, hein, Pécresse qui est une ennemie déterminée de la fonction publique, qui est une ennemie déterminée aussi, je le signale, de la langue française, puisqu'elle a reçu 2 fois le prix de la carpette anglaise, tellement elle s'acharne contre notre langue, dont elle pense dont elle dit qu'elle est en déclin. Pensez un peu à son Navigo Easy dans la région parisienne, et donc au fait que ces gens en réalité n'aiment pas leur pays. Ils parlent de fierté française, mais ils ont honte de leur langue, et quand on a honte de sa langue, comment pourrait-on être fier de son propre pays quand on est un serviteur du tout anglais transatlantique, du tout anglais impérialiste, qui veut mettre en place donc cet État fédéral européen arrimé à Washington, piloté par Berlin, qui aurait pour langue unique, à terme, langue unique officielle, le globish de la mondialisation. Nous ne voulons pas de tout ça. Le peuple ne veut pas de tout ça. Le peuple veut vivre de façon, comment dirais-je, correcte dans son pays, gagner sa vie honnêtement, fabriquer, mettre en place les conditions de son existence sociale. Et donc à partir de là, nous encourageons au développement des luttes, à la construction d'un large tous ensemble et en même temps. N'ayons pas peur de, comment dirais-je, de jeter un peu la pagaille dans cette belle ordonnancement des élections présidentielles, où donc les 4 réacs, la bande des 4 réacs, comme dit mon ami Fadi Kassem, effectivement, est en train d'accaparer toute l'attention. Les Zemmour, Le Pen, qui ne veulent pas sortir de l'UE, hein, c'est des faux patriotes. Il faut regarder leur programme de près. Personne ne veut sortir ni de Schengen, ni de l'euro. Zemmour ne veut même pas véritablement de référendum de souveraineté, sauf, dit-il, sur l'immigration ou la sécurité, parce que sinon,
Des fois qu'on demande à sortir aussi de l'Union européenne ou de l'euro, là, c'est pas de jeu, hein, parce que le grand capital qui le finance, Bolloré ne serait pas d'accord, hein, bien sûr. Voilà le patriotisme dans d'étroites limites de classe, voire de caste. Bon, et puis de notre côté, évidemment, nous avons Pécresse et Macron qui veulent bien sûr leur saut fédéral européen, leur arrimage à l'OTAN, qui donc ne veulent rien mettre en cause, alors que fondamentalement, eh bien, nous disons, nous, qu'il faut débattre. Il faut débattre dans le grand mouvement qui monte, là, et qui va perturber cette problématique tout à fait insensée, pour que l'on discute notamment de l'appartenance de la France ou non à la zone euro, l'euro qui a apporté uniquement à notre peuple des régressions, hein, même s'il a apporté beaucoup de profits à la classe dominante en lui permettant, disons, une austérité, parce que l'euro, c'est pas seulement des billets, c'est un dispositif monétaire, un dispositif austéritaire tenu par la BCE, hein, sous l'égide effectivement du grand capital principalement allemand, qui ne veut pas du tout de politiques qui permettent effectivement le développement des salaires, des services publics. Ce qui les intéresse, ce sont évidemment les profits, l'austérité à perpétuité. C'est ça l'euro. Donc il faut sortir, nous le disons. Il faut en tout cas en débattre, hein, parce qu'il y a un tabou qui est actuellement posé par les directions des grands syndicats et par les directions des partis politiques, y compris de gauche, sur ces questions. On nous dit je ne suis pas frexiteur, on nous dit je ne veux pas sortir de l'Union européenne, on donne des gages, on donne des gages là aussi à gauche. Hein, on ne veut pas sortir de l'Union européenne, grand capitaliste, ne vous faites pas de soucis. De ce côté-là, nous ne mordons pas, nous ne sommes pas dangereux. Mais on l'avait compris que vous n'étiez pas réellement dangereux. Donc nous, eh bien, au PRCF, nous disons que bon, il faut savoir être un peu dangereux, il faut savoir un peu montrer les dents, il faut savoir dire comme le disait Jacques Duclos, comme le disait ensuite encore Henri Krajewski pour la CGT ou Georges Marchais pour le PCF, que ben, cette Union européenne, on ne disait pas encore comme ça à l'époque, hein, cette petite Europe, disait Marchais, est en réalité un danger permanent pour les peuples souverains, pour les acquis sociaux de toutes sortes, et que par conséquent, il faut savoir en sortir si l'on ne veut pas y rester. Y rester en tant que peuple souverain, y rester avec tous nos acquis, avec notre emploi productif, être démoli en tant que pays, être relégué au 50e dessous, et donc perdre tous les acquis de civilisation démocratique, laïque et sociaux que nous avions gagnés lors des luttes de Jean Jaurès, lors des luttes du Front populaire, de la Libération ou des grèves de mai-juin 68. Voilà, alors à partir de là, eh bien, je dirais que la conclusion n'est pas si difficile que ça, si vous voulez. Nous avons gagné quand dans ce pays, nous, c'est-à-dire nous, le monde du travail, nous, la jeunesse populaire et les classes populaires d'une façon générale. Nous avons gagné quand nous nous sommes unis, quand nous avons affronté le grand capital, donc c'est les grèves du 36, c'est 1945 où l'ancêtre du MEDEF, le comité des forges, était dans les cordes alors que le Parti communiste faisait 30%, la CGT avait 5 millions d'adhérents, voilà, ou en mai 68 quand il y a eu une grève de 9 millions de personnes. Voilà donc tout ce qui nous est nécessaire pour bien recentrer la problématique et faire comme en 1945 où le Parti communiste appelait à mettre le monde du travail, c'était son slogan, au centre de la vie nationale, au centre de la nation. Et de même, en sens inverse, la classe ouvrière doit prendre en charge la défense de cette nation concassée, de cette Marianne pulvérisée, violentée en quelque sorte, par le grand capital et par l'Union européenne. Et lorsque le drapeau rouge de la classe ouvrière et le drapeau tricolore de la nation se retrouveront comme en 1936, comme en 1945, comme pendant toute la grande période où le Parti communiste les a portés tous les deux, eh bien notre peuple reprendra l'offensive. Et ce n'est peut-être pas si éloigné que ça, malgré le côté un peu crépusculaire de la situation actuelle, avec des éléments de fascisation, des éléments de pulvérisation du pays, des éléments de marche à la guerre impérialiste derrière Biden et l'OTAN. Hein. Malgré tout cela, regardez bien dans le monde, la question du socialisme revient en discussion. Regardez bien en France, les luttes reviennent sur le devant de la scène. Les travailleurs ne se laisseront pas faire. Dans notre pays, Marianne ne consent pas à sa destruction. Et donc, le tous ensemble et en même temps,
Il faut absolument le construire maintenant, de manière à ce que la problématique absolument réactionnaire qu'on nous propose, qu'on nous impose pour ces élections particulièrement verrouillées, ne s'impose pas. Que nous imposions notre problématique, la problématique véritablement sociale, républicaine, authentiquement patriotique et antifasciste à la fois, internationaliste et pacifique également, la problématique qui est celle, effectivement, du tous ensemble, en même temps, pour une république sociale, souveraine et antifasciste. Fraternelle aussi. J'insiste sur ce dernier mot. Merci, amis, camarades, compagnons aussi, puisque je m'adresse également aux patriotes républicains, à l'exclusion de tout personnage fascisant, dans cette vidéo, et tous ensemble dans la rue, donc le 13 et le 27.